Bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM. Merci d'être là, nombreux, encore une fois, pour une troisième rencontre autour du bonheur, enfin la question du bonheur, qui s'inspire au départ du film d'Edgar Morin et Jean Rouch, Chronique d'un été, tourné et réalisé en 1960 et 1961. Alors après Edgar Morin, après Gilles Clément et les très très belles leçons de vie qu'ils nous ont données l'un et l'autre, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Roland Gori. Roland Gori qui est psychanalyste ici à Marseille. Et seront en conversation avec Roland Gori, Lucie Guimau, Marine Purson, Manon Guérin et Victor Rongier, tous les quatre étudiants à l'IEP Sciences Po d'Aix-Marseille. Je leur passe tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir Roland Gori. Bonsoir. Vous êtes un psychanalyste à Marseille, vous êtes aussi professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille et vous êtes auteur. Votre premier livre, le Dictionnaire pratique de psychopathologie, écrit avec Yves Poinceau et publié en 1972. Vous avez depuis été auteur de nombreux autres ouvrages de psychanalyse, La logique des passions, L'empire des coachs ou encore La fabrique des imposteurs, pour en citer quelques-uns. Vous avez également été, avec votre confrère Stéphane Chédry, à l'origine de l'Appel des appels, un mouvement d'opposition à des réformes des domaines de la santé, de l'éducation, de la justice, qui serait effectué dans une logique marchande, dans une logique oligarchique, selon vous. Un mouvement, l'Appel des appels, qui vise, je cite, à remettre l'humain d'abord. Votre œuvre touche divers sujets, la parole, la liberté, la mémoire, aussi évidemment le bonheur. On pourrait caractériser votre discours par une critique de la modernité, d'une certaine modernité, qui serait celle d'une société aliénée par le capitalisme, par une logique marchande qui ferait de l'humain une simple statistique, qui forcerait la normalisation, l'évaluation constante de chacun par une logique de performance. Votre thèse est que les individus auraient le sentiment d'être heureux quand ils se conformeraient à une norme sociale. Vous appelez donc à une libération de ces normes pour réellement permettre la libération de l'individu et remettre l'humain, le bonheur humain, en son centre. Alors, avant de vous poser nos questions, nous allons visionner un extrait de Chronique d'un été, un film de 1960 réalisé par Edgar Morin, un film qui a inspiré ce cycle de rencontres. Je pensais à ceci. Est-ce que vous êtes heureux? Presque. Et toi? Presque. Alors, qu'est-ce qui manque? Oh, j'ai honte de le dire. De l'argent. Et toi? De faire ce que je voudrais faire. C'est-à-dire? Me livrer à ce qui m'intéresse. Eh bien, mais ça revient au même, parce que si on avait de l'argent, il pourrait se livrer à ce dont il a envie. Enfin... Bon, alors maintenant, tu es heureuse en quoi? Mais... j'estime que malgré tout, je suis assez gâtée par la vie, parce que j'aime mon mari, j'aime mon fils. J'ai une petite situation, mais qui me plaît. Pour moi, le travail, c'est du temps perdu. D'accord, mais tu te souviens, tu as milité, on militait au même parti, c'est-à-dire on aspirait à une autre vie. Oui, bien sûr. Alors on met une croix là-dessus. Hélas, les idéaux ne sont pas toujours réalisables, et même pas souvent réalisables. Alors évidemment, on accepte ou on n'accepte pas la vie qui nous est faite. Il faut s'adapter. Voilà, donc nous reviendrons sur cet extrait vidéo un peu plus tard, nous vous posons quelques questions à ce sujet. Mais d'abord, je voudrais vous poser quelques questions sur la psychanalyse et sur le métier de psychanalyste surtout. Ensuite, nous reviendrons sur votre œuvre et sur l'inscription de la psychanalyse dans la société, avant de vous interroger sur quelques faits d'actualité qui nous ont marqués. Donc tout d'abord, Roland Gori, vous êtes avant tout psychanalyste. Quel lien faites-vous entre votre métier et le bonheur? Autrement dit, quel rôle peut jouer la psychanalyse dans le bonheur individuel et collectif? En tant que philosophie, la psychanalyse peut-elle mener au bonheur selon vous? Bien, bonsoir. Merci d'avoir travaillé
et donc de m'accueillir. Je ne suis pas sûr que la psychanalyse soit un métier. Donc vous voyez, je suis déjà un petit peu provocateur. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense que c'est de temps en temps une fonction qui nous traverse et qui peut-être accompagne les gens pour leur permettre de lever les obstacles intérieurs, les nécessités intérieures qui les empêcheraient, je dirais, de désirer. Alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la question du bonheur et du désir, ce n'est pas forcément la même chose. Je crois que ce qui est important au niveau de la psychanalyse, c'est de considérer que nous n'avons pas à donner un mode d'emploi de l'existence. D'ailleurs, je pense que d'une manière générale, nous n'avons pas à donner de mode d'emploi de l'existence. C'est un peu ce que je reproche, Victor l'a rappelé tout à l'heure, ce que je reproche justement à la normalisation dans laquelle, la civilisation très normalisante dans laquelle nous sommes, puisqu'on nous prescrit la façon dont on doit se conduire. Je dirais que la psychanalyse, c'est peut-être justement quelque chose où on suspend, si vous voulez, on suspend au moins un temps tout ce qui est contrainte normative, que ce soit les contraintes sociales, et puis alors on rencontre quoi? On rencontre les inhibitions intérieures, on rencontre les normes qu'on s'est imposées à soi-même. On se les a imposées parce que, bien sûr, on a absorbé les normes prescrites autour de nous, et puis aussi parce qu'on a une histoire et que dans cette histoire se sont sédimentés un certain nombre de tabous et d'interdits. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous voulez que je sois plus long, je peux être plus long, oui, mais ce n'est pas forcément nécessaire parce que ça risque de rendre malheureux, je dirais, l'assistance. C'est vous. Non, mais on peut développer. Donc vous parlez d'une normalisation. Donc, dans vos ouvrages, mais aussi dans le manifeste de l'appel des appels, oui. Donc d'une normalisation, d'une standardisation des soins psychiatriques et d'une perte de l'humain dans le traitement des pathologies. Et vous dites notamment, je vous cite, « On assiste de plus en plus à un gommage anthropologique de la souffrance psychique, des conflits qui la motivent et des significations qui pourraient être les siennes. » Donc mes questions à ce sujet sont les suivantes. Est-ce que la psychanalyse participe de ce conditionnement dans une certaine mesure? Comment, en tant que psychanalyste, vous luttez-vous contre cette standardisation dans votre pratique justement quotidienne? Et plus précisément, pouvez-vous nous expliquer comment vous vous différenciez des autres praticiens? Alors, je pense que, je dirais presque que malheureusement, la standardisation, la normalisation ne se localise pas uniquement en psychopathologie et pas uniquement dans la prise en charge de la souffrance psychique. Je pense que partout, dans le domaine de la culture, par exemple, dans le domaine du journalisme, dans le domaine du soin médical, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'université, il y a de plus en plus des standards, si vous voulez, qui nous confisquent notre capacité de penser, de parler, de faire notre boulot d'artisan. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une position de prolétarisation généralisée de l'existence. Juste un mot peut-être un peu long cette fois, Fabienne ne m'en voudrait pas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'un prolétaire, dit Marx? Le prolétaire, ce n'est pas simplement l'ouvrier eu égard aux conditions matérielles misérables de son existence. Le prolétaire, c'est celui auquel finalement l'industrie, la machine a confisqué son savoir-être, son savoir-faire. Bon, j'ajoute juste un peu après Marx, si vous le permettez, n'est-ce pas, que le paysan est prolétarisé à partir du moment où son savoir-faire, son savoir-être, son savoir de paysan se trouve confisqué par les exigences de la production agricole. C'est-à-dire qu'il est aliéné. On est en plein par rapport à la question de l'adaptation et en plein par rapport à la question de l'aliénation. Aujourd'hui, on peut dire que le médecin, l'infirmier, le psy, l'orthophoniste, mais aussi le juge, le magistrat, l'acteur culturel, si vous voulez, le journaliste, sont prolétarisés dans la mesure où leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir d'artisan, il y a art, je crois que c'est un point très important, se trouve confisqué par les exigences de machines immatérielles mais bien réelles, que sont les protocoles de standardisation, que sont les objectifs chiffrés à atteindre, tout ce qui est du côté des indicatifs quantitatifs de performance. Si bien que finalement, alors si on parle d'adaptation, je crois que c'est très important par rapport au film de Jean Rouch et de Morin, il va de soi que l'adaptation, si vous voulez, c'est presque un langage de machine. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Soyez efficace et que ça coûte moins cher. C'est-à-dire, soyez parfaitement adapté. Et moi, je crois qu'on ne peut pas être heureux si on est adapté. Je pense qu'on peut survivre, si vous voulez, mais je ne pense pas qu'on puisse ressentir quelque chose de l'ordre du bonheur. Ça va? Vous en voulez plus? Non, plus précisément, en fait, on aurait aimé savoir comment vous, par rapport à la psychanalyse, en tant que psychanalyse, oui. Voilà, vous. Mais alors moi, j'ai beaucoup de mal à.
beaucoup de mal parce que je pense que, si vous voulez, la psychanalyse, c'est quelque chose dont on n'est pas propriétaire. C'est-à-dire que, je dirais presque de manière un peu mystique, c'est un état de grâce où parfois vous vous révélez psychanalyste sans l'avoir voulu. Et si vous voulez être psychanalyste, alors vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment mauvais. Vous êtes standardisé, normalisé, professionnalisé, vous êtes mauvais. Vous ne pouvez plus fonctionner, vous ne pouvez plus travailler. Je crois que c'est un point qui est très important, sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que je vais vous compliquer la tâche. Je vais vous compliquer la tâche dans la mesure où, si vous voulez, la question pour la psychanalyse, ce n'est pas celle du bonheur, c'est celle du désir. C'est, comme disait Lacan, la liberté de désirer en vain. Alors oui, c'est important ça, la liberté de désirer en vain. Et surtout qu'on ne vienne pas m'enquiquiner avec des normes, non pas pour m'empêcher d'atteindre ce que je veux, ça c'est pas trop gênant, je peux finalement le subvertir, mais m'empêcher de désirer. Et on le voit bien d'ailleurs dans le film également, tous parlent de ce qui manque. Alors d'abord l'argent. Alors c'est intéressant, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Aragon qui dit qu'on est toujours prisonnier de l'argent, de celui qu'on a comme de celui qui manque. Et je crois que c'est très important par rapport à ce qui a été dit. Alors si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on puisse justement continuer finalement à désirer. Vous voyez, si finalement vous me poussez à essayer de dire, bon, c'est quoi la psychanalyse? Ben, c'est peut-être de ce côté-là, c'est essayer d'enlever tous les obstacles extérieurs et intérieurs qui vous empêchent d'éprouver ce qui vous manque, parce que finalement, ce qui vous manque, c'est ce qui vous permet de vous sentir vivant. Prenez Nos Atipasa de Camus, il descend dans la nature, il a un état, je dirais, merveilleux de bonheur, et c'est bien par rapport à ce qui intérieurement manque et qui vient coïncider avec quelque chose qui est la nature. Ça va? Oui, très bien, merci. Justement, moi, je voulais revenir sur cette question de normalisation et de standardisation, parce que dans votre ouvrage « La dignité de penser », vous parlez beaucoup d'une société dominée par le progrès technique et la consommation. Donc ce seraient les machines qui penseraient à notre place et qui nous empêcheraient d'atteindre les savoirs et les savoir-faire que nous avons pourtant initiés. Et donc cela n'est pas sans rappeler, à mon avis, les pensées de Max Weber, qui disait que l'homme civilisé ne maîtrisait plus son environnement et était donc dépassé au profit des machines et du progrès technique. Donc finalement, est-ce que l'homme ne se complaît pas en fait dans cette espèce de servitude volontaire? Vous citez vous-même la Boétie. Est-ce qu'on pourrait atteindre le bonheur en retrouvant la maîtrise de notre environnement ou en retrouvant le désir? Vous parliez du désir, le désir de savoir, du savoir, ou finalement, est-ce qu'on n'est pas plus heureux dans cette forme d'ignorance? Alors, il y a énormément de choses dans vos questions. Bon, si vous voulez, c'est vrai, et vous avez raison de citer Max Weber, si je peux me permettre, ils ont énormément bossé. Il est évident que ce que montre bien Max Weber, c'est que finalement, en Occident, je crois que c'est un point important, en Occident, il y a une prescription à rationaliser sa conduite, c'est-à-dire finalement à placer la raison, une raison très rationalisante pour se conduire. Et pourquoi? C'est pas par amour de la science, c'est pas par amour de la raison critique, c'est pas le discours des Lumières, comme on dit les philosophes des Lumières, c'est tout simplement parce que le rationalisme économique, dit Max Weber, c'est le capitalisme pour l'appeler très simplement, a besoin que les gens rationalisent leur conduite dans la vie privée, comme finalement ils sont dans une activité fragmentée, rationalisée sur les machines. Donc si vous voulez, c'est presque l'utilité sociale d'avoir une conduite par la raison qui est prescrite aux individus. Ça va? Je ne suis pas trop confus. Bon. Alors, si vous voulez, je crois que là, aujourd'hui, on a atteint une étape supplémentaire. On a atteint une étape supplémentaire. Il y a un très beau texte de Pierre Bourdieu de 1995 qui s'intitule, n'est-ce pas, les abus de pouvoir qui s'autorisent ou se légitiment de la raison. Et ce que montre, et je crois que c'est très actuel, ce que montre Bourdieu, et je pense que c'est difficile de ne pas en parler aujourd'hui, ce que montre Bourdieu, c'est qu'il y a véritablement une violence inerte des institutions, comme le Fonds monétaire international, comme l'Organisation mondiale du commerce, etc. Il y a ce qu'il appelle une violence inerte des institutions qui fait peser sur les individus
et les populations, si vous voulez, un habitus, comme il dit, c'est-à-dire un schème de pensée, un schème d'action, hein, à se conduire d'une certaine façon, pas du tout pour qu'ils soient heureux, pas du tout pour qu'ils soient justes, pas du tout pour qu'ils soient vrais, pas du tout pour qu'ils soient ensemble, mais tout simplement pour qu'ils apprennent à raisonner d'une certaine manière qui est socialement utilisable pour l'économie capitaliste. Et ce que dit Bourdieu dans ce texte de 95, qui quand même 20 ans plus tard nous touche après ce qui s'est passé, ce qu'il dit, c'est que cette violence inerte des institutions, ce rationalisme économique, qui est encore une fois prescrit comme manière de penser, conduit à quoi? Il dit conduit à une violence terroriste, conduit à une violence aveugle, qui n'est pas du tout légitime, bien évidemment, qui est absolument épouvantable, abominable, monstrueuse, nous l'avons vu, mais, n'est-ce pas, il y a une espèce de couple, il y a une espèce d'attelage entre la violence de penser le monde simplement en termes de raison et de progrès technique, mais on reviendra un peu sur la question du progrès, n'est-ce pas, et puis, finalement, cette violence, on dira obscurantiste, si on veut. Bon, allez, vous avez cité Max Weber, soyons très simples. Max Weber, il dit il y a différentes formes de rationalité. En Occident, il n'y en a qu'une qui compte comme rationalité, c'est la rationalité pratique, c'est la pensée des affaires, le calcul. Ce n'est pas par amour des mathématiques, hein, c'est simplement parce que ça permet de faire des affaires. Bon. Il y a d'autres formes de rationalité. Le mythe, par exemple, est une forme de rationalité. Mais il y a aussi l'éthique, ce qu'il appelle la rationalité substantielle. C'est l'éthique ou la religion, n'est-ce pas? Eh bien, on voit bien comment aujourd'hui, avec le monopole d'une forme de rationalité, le monopole d'une forme de raison, c'est-à-dire la raison des affaires et du droit, ce que j'appelle moi la rationalité pratico-formelle. C'est un peu compliqué, mais c'est finalement la pensée des affaires et la pensée du droit. Ce sont les seules formes de raison acceptables, notamment dans ces normalisations épouvantables que vous avez évoquées tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est les évaluations pour aller très vite. Eh bien, ce que vous voyez, c'est se développer par ailleurs des formes de violence qui se réclament d'autres types de raisons écrasées par notre rationalité pratico-formelle. Alors, j'ai dû lâcher plein de questions, mais vous en avez posé beaucoup. Sur la technique ou le progrès, moi, j'ai rien contre. Hein. Simplement, c'est comme le bonheur, pour aller très vite. Tout à fait merveilleux. Le bonheur, la raison, le progrès seront des valeurs extraordinaires. Simplement, aujourd'hui, on s'en sert comme rhétorique pour amener, n'est-ce pas, vous l'avez dit, à une servitude volontaire des individus, pour amener une soumission sociale librement consentie. C'est ça le problème. On vous promet le bonheur. Alors avant, on vous promettait le bonheur parce qu'on vous disait demain, ça sera nettement mieux, vos enfants seront beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, on ne croit plus à l'ascenseur social, on ne croit plus à l'émancipation. Alors que se passe-t-il? On ne va plus vous promettre la croissance. C'est comme l'Arlésienne, on l'attend toujours, n'est-ce pas? Et bien du coup, qu'est-ce qu'on va vous promettre? On va vous promettre non pas les richesses, mais on va vous promettre de vous protéger des plus malheureux et des plus pauvres d'entre vous. C'est-à-dire que là, le bonheur a pris le masque de la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, c'est la portion la plus congrue, la plus misérable, si j'ose dire, du bonheur. D'accord. Et donc pour revenir sur cette... Et donc, vous parlez donc de cette société un peu de contrôle, de surveillance, un peu comme vous citez Michel Foucault, d'ailleurs, tout à fait... Dans vos ouvrages, et donc voilà de ce culte voilà, de l'évaluation constante de l'individu au sein de la société. Donc il y aurait donc une espèce de violence, vous l'avez dit vous-même, indirecte sur les individus. Mais alors comment vous proposez de sortir l'homme et l'individu de ce cadre normatif? Alors quand je suis embarrassé, j'ai toujours un truc. Hein. C'est celui qui pose une question, disait Freud, a une idée de la réponse. Donc je suppose que vous avez une idée de la réponse. De me poser la question. Vous en parlez un petit peu dans vos livres, alors peut-être que... Bon, le premier point, je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous citez Foucault, vous citez Weber, c'est qu'on arrête ces trucs épouvantables qui s'appellent l'évaluation. C'est quand même des trucs qui nous prennent pour des couillons, ça. Enfin, franchement, l'évaluation, ça commence, si vous voulez, avec le fœtus, ça se termine en soins palliatifs, et tout le reste du temps, on est en évaluation. Or, c'est quoi l'évaluation aujourd'hui? C'est pas du tout une façon de valoriser ce qu'on fait, pas du tout une façon de donner de la valeur à ce qu'on produit. L'évaluation aujourd'hui, c'est une façon de vous dire, regarde le chiffre, regarde le compteur, tu regardes plus la route. Donc du coup, d'ailleurs, tu vas dans le décor, c'est un autre problème. Ouais. Et c'est ça l'évaluation. C'est une façon de faire croire que les indices, les indicateurs quantitatifs de performance sont objectifs. Ils n'ont jamais été objectifs. Je vous donne un exemple, un simple exemple, très concret, mais comme vous avez beaucoup travaillé, je préférerais que ce soit vous qui parliez que moi, mais enfin, c'est un autre problème. Bon, il va de soi que si vous prenez les conseillers de Pôle emploi, ils vont être évalués. Ils vont être évalués sur quoi?
Ils vont être évalués sur leur capacité à réinsérer les demandeurs d'emploi. D'accord? Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le paquet sur les dossiers où, effectivement, ils ont des chances de permettre la réinsertion de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un truc complètement aberrant, complètement antidémocratique, qui est que, finalement, ils s'occuperont moins de ceux qui n'ont aucune chance de trouver un emploi. Ce qui est aberrant par rapport à leur mission. C'est la même chose au niveau des profs. Au niveau des profs, vous le savez bien, au niveau des profs, ce qui va compter, c'est le pourcentage de réussite à l'examen. C'est plus du tout de transmettre un savoir. Au niveau de la recherche, ça je ne vous en parle pas, c'est horrible au niveau de la recherche. Les impact factors, les facteurs H, les facteurs M, tout c'est tout absolument monstrueux, c'est quoi? Ce qui compte, ce n'est pas de faire de la recherche. Ce qui compte, c'est d'avoir des publications qualifiantes dans des revues à fort impact factor. Bon, rien que ça, c'est fini. Hein. De toute façon, la recherche, on n'en fait plus depuis bien longtemps. Tu as beaucoup de chances d'avoir encore un peu quelques résultats, mais c'est un autre problème. Tout le long, on est dans une logique purement quantitative. Et on perd, du coup, vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose de monstrueux. On parle du bonheur, on parle du désir, n'est-ce pas? On parle du vivre ensemble. C'est quoi on va quand même presque terminer, si je veux dire, la soirée. Le bonheur, c'est le partage du sensible. C'est quelque chose... Le partage du sensible, c'est aussi la définition que Rancière donne d'ailleurs de la démocratie. C'est quelque chose de cet ordre-là. Vous imaginez un bonheur solitaire, un bonheur de masturbateur, si je veux dire. Bon, c'est le bonheur capitaliste. Parce que si on prend, par exemple, c'est ce qui s'annonçait... Allez, je vous lis la citation de Tocqueville, ça vaut le coup. C'est ce qui s'est annoncé au milieu du XIXe siècle, lorsque de Tocqueville parle de la démocratie en Amérique et qui anticipe, bien évidemment, mais ça, ce n'est pas des étudiants de sciences politiques que je vais apprendre ça, qui anticipe ce que va devenir l'américanisation de notre style de vie. Il dit quoi? On parle du bonheur. Les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres afin de se procurer plus aisément des jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il vient un moment où les hommes sont emportés, comme hors d'eux-mêmes à la vue de ces biens nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. L'exercice de leur devoir politique leur paraît un contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt, mais ils ne s'en font qu'une idée grossière, et pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale, qui est de rester maître d'eux-mêmes. Est-ce que, vous voyez, par rapport à la question du bonheur, puisque c'est quand même un peu là-dessus que vous me titillez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être un esclave heureux? Est-ce qu'on peut être un esclave heureux? Après tout, un esclave bien traité, bien nourri, hein, qui peut avoir beaucoup de femmes, etc. Bon, est-ce qu'il peut être heureux s'il n'a pas la liberté, s'il n'a pas la possibilité de se conduire lui-même? Alors, ce qu'apprend la psychanalyse, c'est que même s'il a la liberté de se conduire lui-même, il peut de toute façon s'aliéner de telle façon qu'il n'arrive pas à être libre. Mais ça, c'est un autre problème. Je vais reprendre quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que nous étions maintenant prisonniers de l'argent. C'est une personne de l'extrait que nous avons vu tout à l'heure qui dit que c'est l'argent qui lui manque à elle pour accéder au bonheur. Ça paraît contradictoire avec le fait que nous soyons prisonniers de l'argent. N'est-il pas certainement vrai en fait qu'une certaine aisance matérielle permettrait d'être libre, d'être épanoui, d'avoir plus de possibilités, plus d'opportunités d'être heureux? Et jusqu'à quel point cette richesse, cette accumulation de richesse serait-elle source de bonheur? Et quand deviendrait-elle inévitablement une source de malheur pour l'individu qui s'enrichit et pour le collectif? Alors là aussi, vos questions sont très difficiles, parce que vous avez beaucoup travaillé, et donc dans chaque question, il y a au moins une dizaine de questions, et je ne sais pas trop par quel bout, bien sûr, les attraper. Bon, le premier point, c'est que, si vous voulez, ce n'est pas simplement la question de l'argent qui est une question d'aliénation, pour aller très vite. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est ce que j'essayais de montrer, dans un mode de pensée qui a tendance à financiariser l'ensemble des activités. C'est pas pareil. Et de l'argent, pour faire très vite et très simple, il en faut quand même pour vivre. Et il en faut pour bien vivre. C'est une chose évidente. Mais, si vous voulez, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que, c'est ce que j'essaie de dire maladroitement sûrement tout à l'heure, n'est-ce pas? Faire de la recherche, être un bon chercheur, on va vous dire combien tu as d'articles publiés cette année.
être un bon enseignant, combien tu as de pourcentage d'élèves admis au baccalauréat. Bon. Pour être un bon responsable culturel, combien il y a eu de personnes aujourd'hui dans la salle. Pour être un bon journaliste, combien il y a eu d'émissions podcastées, etc. Combien de lecteurs. On est dans le combien, c'est-à-dire on est dans le quantitatif. Donc le problème, si vous voulez, il est là. Ce n'est pas le problème de l'argent. C'est qu'en gros, on n'arrive pas à penser la valeur dans notre monde autrement que sur un mode quantitatif dont on pourrait dire l'étalon et la monnaie. C'est ça le problème. Vous voyez ? Alors après, je crois que c'est un autre problème qui rejoint des questions qui ont été aussi posées tout à l'heure. C'est-à-dire que, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire... C'est pour ça que je citais Aragon. C'est-à-dire qu'Aragon dit bien on est prisonnier de l'argent que l'on a comme de celui qui manque. Alors, le problème, c'est trouver, si j'ose dire, si vous voulez, un juste milieu et qui arrive aujourd'hui à poser, si vous voulez, la question, je dirais, des inégalités de revenus, des inégalités, si vous voulez, de salaire, non seulement entre les pays, mais à l'intérieur des pays. Et ça, c'est un problème extrêmement important. C'est un problème qui surgit, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, et que l'on voit aujourd'hui s'inscrire de manière très vive et violente. C'est le problème suivant, c'est que la production de richesses collectives ne permet pas pour autant la réduction des inégalités, mais au contraire a tendance à la croître. Prenez par exemple la mondialisation, pour aller très vite. La mondialisation, ce n'est pas simplement d'avoir permis de donner du travail à des gens qui n'en avaient pas, ou permis à certains de gagner un petit peu d'argent parce que vraiment ils crevaient la misère, même en diminuant, je dirais, le revenu d'autres pays plus avancés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de la mondialisation, c'est l'accroissement des inégalités de revenus à l'intérieur de chaque pays. C'est ça le problème majeur. C'est-à-dire que ça permet à la fois, si vous voulez, une homogénéisation, bien sûr, des cultures, mais une fragmentation considérable. C'est ça le problème. Alors, il y a un moment où on peut se demander, est-ce que c'est décent de gagner 100 fois plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est décent, comme c'est annoncé ces derniers jours, comme vous savez, que... je sais combien, 1% des plus riches possèdent plus de la moitié des ressources du monde. Le problème, il est là. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on peut être heureux? Bon, apparemment, certains ne se remportent pas plus mal, c'est notre problème. Hein. Mais je crois que ça pose quand même une autre question, et après je vais être moins bavard, parce que vous avez beaucoup travaillé et je ne voudrais pas... bon. Mais quand même, si vous voulez, c'est une question qui est posée très vite quand on aborde la question du bonheur. C'est est-ce qu'on peut être heureux sans avoir la liberté et la dignité humaine? C'est ça. C'est-à-dire finalement la reconnaissance par l'autre. Vous voyez? Je vous renvoie la question, est-ce qu'on peut aujourd'hui être heureux en étant pauvre? Alors, ça, là, d'abord, ça dépend ce que vous entendez par heureux, puis ça dépend ce que vous entendez par pauvre. Donc, je ne sais pas trop, et puis je ne vois pas comment je me permettrai de répondre à votre question. Je n'ai pas... je ne suis pas en situation de pauvreté, pour dire la chose très simplement et très bêtement, donc je ne peux pas répondre à votre question. Mais on peut la renverser. Je pense qu'on peut être riche et malheureux. Ouais, certainement. Ça, c'est plus facile pour moi. C'est presque ce qui nourrit, d'une certaine manière, mon fonds de commerce. Mais justement, je vous provoque, hein. Vous avez raison. Justement, je voulais revenir sur cette notion de quantitatif, et vous parliez aussi du rapport à l'autre et d'une perte du vivre ensemble. Donc du coup, est-ce que vous parlez aussi, vous parlez tout à l'heure de journalisme, et donc finalement, vous dites dans votre ouvrage qu'on est plus dans une valeur d'information que de parole et de partage. Donc, et vous prônez la transmission du savoir. Donc est-ce que finalement, ce serait une solution pour retrouver un bonheur de vivre ensemble dans notre société actuelle? Vous avez serré de près mes textes, là. Oui. C'est l'opposition que je fais entre information et récit et parole. On est aujourd'hui dans une société de l'information.
Vous voyez bien, hein, vous ouvrez la télé, vous avez une sommation cumulative d'informations, ça arrive comme ça. Alors en principe, vous passez au moins 20 minutes sur la météo, après 3 minutes sur les problèmes politiques, 30 secondes sur, n'est-ce pas, sur l'essentiel de ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs. Bon. Mais vous avez plein d'informations que vous n'avez quasiment pas le temps de digérer, de métaboliser. Vous ne pouvez pas en faire des pensées, c'est pas vrai. Chaque information chasse, si vous voulez, celle qui l'a précédée. La valeur d'une information, disait Walter Benjamin, le philosophe, la valeur d'une information, c'est le moment où elle émerge, c'est-à-dire le moment où elle est nouvelle. Ce qui veut dire, si vous voulez, que l'information, il en faut en permanence. Et on voit bien comment les médias, effectivement, se postent de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on doit produire, n'est-ce pas, on doit produire sans arrêt des nouvelles. Et à la limite, peu importe l'intérêt, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la météo d'ailleurs, s'il y en a de problème. Bon. C'est très différent de l'espace de la parole, c'est très différent de l'espace du récit. Là encore, je réfère à Benjamin, bien sûr, dans son article Le Conteur, le narrateur de 1936, il dit « Aujourd'hui, nous ne savons plus raconter des histoires ». Il n'y a que vraiment les artistes, les saltimbanques, comme dit mon ami Richard Martin, le directeur du Toursky, qui sont capables de raconter des histoires, de transmettre une expérience. Et Benjamin dit, mais pourquoi est-ce que nous avons perdu cette faculté qui nous paraissait inaliénable? Et Benjamin de répondre, parce que le cours de l'expérience a chuté et qu'il sombre indéfiniment. Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur de transmettre? Si ce n'est celui d'abord d'éprouver, donc une expérience, et pas sûr qu'on vous laisse le temps d'éprouver. Vous êtes sous pression, vous travaillez à flux tendu, de manière de plus en plus efficace et de moins en moins chère. C'est le principe. C'est-à-dire de plus en plus, on vous demande de vous identifier à une machine performante. C'est monstrueux. Bon, nous vivons dans un univers monstrueux, il faut le savoir. Bon. Eh bien, c'est donc d'avoir le temps d'expérience et le temps d'en parler, c'est-à-dire de la transmettre. On ne vous laisse pas le temps. Parfois, il m'arrive de passer un peu dans les médias, on vous dit, alors en 8 minutes, là, vous avez 8 minutes, qu'est-ce que vous avez dit, là, que vous travaillez depuis 30 ans? 8 minutes. Alors au début je me faisais piéger. Après, les journalistes, mes copains, m'ont un peu appris, ils m'ont dit, non, tu dis un verbe, un sujet, un complément, pas plus. Et tu répètes 3 fois, de manière différente, tu répètes 3 fois. Bon, ça passe mieux. C'est ça, la société de l'information. C'est ça la société de l'information. Vous voyez? Alors effectivement, ce que l'on perd, c'est la capacité de transmettre l'expérience. C'est déjà le temps d'avoir cette expérience. Mais si nous perdons la capacité de transmettre l'expérience, ça veut dire que nous mettons nos enfants, nous les mettons face à quelque chose de très traumatique, qui est de rencontrer le monde, l'autre et eux-mêmes sans expérience et sans parole pour dire cette expérience. Quand Benjamin parle justement de la perte de cette faculté de raconter une histoire, il le dit, il le lit plutôt par rapport à la monstruosité qu'a pu constituer la Première Guerre mondiale, où il dit les soldats sont revenus du front, et ils ne pouvaient pas en parler. C'est-à-dire qu'ils avaient vécu des événements, ces événements les avaient mutilés, traumatisés, amputés. On peut même écrire des millions de pages sur la Première Guerre mondiale. Mais jamais, jamais, on ne pourra transmettre l'expérience de ce qui a été vécu parce que la culture n'avait pas préparé à vivre cela. Ni l'inflation, ni la trahison des gouvernants, ni la bataille de matériel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a reçu un événement sans avoir, si vous voulez, la culture et les mots qui pourraient permettre d'éprouver et de dire cet événement. Donc ça s'appelle, en psychanalyse, ça s'appelle le trauma, ça s'appelle le traumatisme. C'est-à-dire qu'on a vécu des événements qu'on n'a pas pu élaborer comme expérience et transmettre à d'autres. Vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc., ont pu constituer également, bien sûr, des expériences traumatiques parce que, comme disait René Char, n'est-ce pas, nous avons reçu notre héritage sans testament. C'est-à-dire qu'en gros, la culture ne nous avait pas préparés à vivre ces événements. Et on peut dire qu'aujourd'hui, bon,
pas continuer, mais aujourd'hui, nous avons des éléments comme ça où la culture ne nous a pas préparés aux événements qui ont émergé, qui ont surgi. C'est là où vous avez véritablement, si vous voulez, traumatisme. Alors, après ces événements, on peut donner plein d'informations, mais on ne peut pas en parler vraiment, on ne peut pas l'éprouver, on ne peut pas transmettre. Et c'est là, je crois, où nous perdons aussi quelque chose qui est non seulement du côté du bonheur singulier, mais qui est aussi du côté, si vous voulez, du bonheur de vivre ensemble. C'est-à-dire du bonheur démocratique, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Mais je sais que vous avez serré mes textes, donc vous allez sûrement me le dire. Et il va de soi que, si vous voulez, la liberté, comme disait Hannah Arendt, requiert la présence d'autrui. C'est-à-dire le fait d'être reconnu par l'autre. C'est-à-dire, pour ça, dit aussi Hannah Arendt, que le tyran n'est pas libre. Il n'est pas libre parce qu'il n'a pas d'ego. Enfin, il a un ego au niveau du moi, mais il n'a pas d'ego de semblable dont il attend la reconnaissance. Et donc, il ne peut pas être libre. Et donc, d'une certaine manière, il ne peut pas être heureux. Alors, je vais faire une transition du domaine du médiatique, de la parole, de la mémoire, vers le domaine politique. Alors, M. Goury, il est indéniable que l'appel des appels, dont vous êtes à l'origine, a une vocation politique. Par ailleurs, vous êtes intervenu à un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Paris en 2012. Vous êtes signataire d'un appel des intellectuels français à voter pour François Hollande au second tour des présidentielles de 2012. Votre œuvre est indéniablement empreinte d'une critique envers notre modèle économique et social, inspiré par le néolibéralisme. Vous êtes donc engagé politiquement. Pensez-vous, en tant que, quelque sorte, homme de gauche, que la société aujourd'hui, que notre société aujourd'hui aurait besoin d'un État plus fort, plus redistributif, plus interventionniste dans les domaines dont l'appel des appels parle, c'est-à-dire la santé, la justice, l'éducation, la culture? Moi, je ne suis pas enseignant de sciences politiques. Alors, bon, le premier point, l'appel des appels, est-ce que c'est un mouvement politique? Alors, je pense que, non, là où vous avez parfaitement raison, c'est un mouvement, un collectif qui se constitue à un moment donné, c'est 2008, nous sommes à l'ère sarkozyste, si vous voulez, pour aller vite, qui, lui, a au moins l'obscénité, je dirais, de croire dans le néolibéralisme. Il ne s'en cache pas. Hein. Il dit, il n'y a pas de performance sans évaluation. Enfin, il le décrit tout ça, n'est-ce pas? Et finalement, il annonce les valeurs. Hein, il annonce les valeurs du néolibéralisme, les valeurs de cette pensée des affaires, etc. Bon. Et il met en place des dispositifs, mais rassurez-vous, il n'est pas le seul. Ça a été fait avant, et malheureusement, ça a été fait aussi après. C'est notre problème. Il met en place des dispositifs de normalisation des professions qui jusque-là avaient été relativement intactes, indemnes, je dirais, de cette manière de penser leur métier. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, que ce soit dans le domaine de la police, de la justice, de l'enseignement, du soin, du culturel, etc., se mettent en place des dispositifs qui visent à considérer que le métier est comparable à un service commercial rendu et que, à partir de ce moment-là, les fonctionnaires des espaces publics, les fonctionnaires du bien public, ne sont rien d'autre que des prestataires de services commerciaux et on doit d'ailleurs les récompenser eu égard aux productions de services qu'ils rendent. Et ça diffuse beaucoup. Et à partir de ce moment-là, il y a ce qu'une amie journaliste appelle, Sophie Peters, de la Tribune, appelle des chagrins d'honneur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a, chez ces universitaires, chez ces médecins, chez ces journalistes, chez ces magistrats, etc., il y a le sentiment de ne plus pouvoir exercer leur métier tel qu'ils l'ont appris, et tel que finalement les institutions pour lesquelles ils travaillent, n'est-ce pas, le reconnaissent, par exemple soigner tout bêtement à l'hôpital, enseigner, ou bien faire de la recherche, etc., ou juger pour magistrat et autres, pas du tout. Ce qui compte, c'est non pas de faire son boulot, mais c'est de répondre, encore une fois,
à des normes quantitatives, à des indicateurs, et donc il y a substitution, si vous voulez, de situations concrètes, comme par exemple la maladie, comme par exemple un savoir à transmettre, comme par exemple une information à donner. En lieu et place, vous avez quelque chose de tout à fait abstrait, de tout à fait virtuel et quantitatif. C'est un score à atteindre. C'est un score à atteindre. C'est-à-dire vous devez atteindre ce score pour être bon. C'est-à-dire que c'est ça, vous voyez, la question de l'argent. Ce n'est pas du tout la question de l'argent au sens du fric. C'est un mode de pensée qui vise à la financiarisation des activités professionnelles. Et je crois qu'il y a, à ce moment-là, je dirais, un conflit de loyauté chez un certain nombre de professionnels entre, d'une part, pour faire très vite, l'éthique de leur métier, c'est-à-dire finalement les règles qu'ils se donnent parce qu'on les leur a apprises pour exercer leur profession, et puis, je dirais, une espèce de morale, de logique gestionnaire, c'est-à-dire de critères standardisés, de scores à atteindre, pour faire très vite, mais ben, je vais en parler beaucoup mieux que moi à propos de l'hôpital, n'est-ce pas? Il va de soi, par exemple, que la T2A, la tarification de l'activité, ça veut dire que la qualité de soins n'est pas fonction de son adéquation au problème médical à traiter, mais on va dire que l'évaluation du soin se fera en fonction de l'argent que l'acte fait rentrer pour le pôle médico-chirurgical. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien vous trouver dans une logique de conflit de loyauté où, n'est-ce pas, vous allez prendre des décisions qui ne sont pas liées à la situation professionnelle donnée, n'est-ce pas, aux patients à traiter, mais vous allez prendre des décisions en fonction des critères de gestion de ce que cela rapporte. Je vous rappelle quand même, parce que c'est en sciences politiques, que, n'est-ce pas, il y a des hôpitaux avec un logiciel d'optimalisation des actes de soins. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire du tout, n'est-ce pas, comme vous le savez, qu'on va optimaliser le soin apporté aux patients. Ça veut dire qu'on apprend aux médecins à surfacturer leurs actes pour pouvoir faire rentrer de l'argent au pôle médico-chirurgical. Ça n'est ni honnête sur un plan de la collectivité, puisque c'est quand même la collectivité qui paye, ni éthique sur un plan professionnel. Donc l'appel des appels, c'est ça. C'est à un moment donné, dire non, ça suffit. Moi, à un moment donné, je refuse. Je suis expert pendant 7 ans au ministère de la Recherche. Je suis au Conseil national des universités élu pendant 15 ans. Je n'ai été vice-président et président. Puis un beau jour, je dis non, ça suffit. Je ne fais plus d'expertise. Parce qu'il y a quelque chose qui est humiliant, stigmatisant et aberrant, même pour évaluer le travail que nous faisons. Donc, si vous voulez, c'est ça l'appel des appels. C'est de dire non, on veut bien être évalué, on veut bien rendre des comptes, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme vous savez, pour les fonctionnaires, mais pas de cette manière-là, parce que cette manière-là, elle vise à initier un mode de pensée, elle ne vise pas du tout à rendre des comptes sur la réalité du métier que l'on fait. Alors, après, vous dites, je suis un homme politique. Non, moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un vieil universitaire, n'est-ce pas, qui finalement découvre en fin de course la dimension politique de son métier, ce qui n'est pas pareil. La dimension politique de son métier, c'est qu'on n'est pas dans la même société selon la conception que l'on a du soin, de l'enseignement, de la recherche, si vous voulez, de l'information, de la justice. C'est ça. Alors après, il y a des engagements. Bon, ces engagements, c'est pas un engagement, une conviction, une foi délirante. C'est pas ça. Il faut faire des choix. Je l'ai fait. Il faut s'engager. Je m'engage. Mais si vous me demandez où je me situe, vous dites que je suis à gauche. Bon, je suis très heureux d'apprendre, Victor, que je suis à gauche. Mais j'ai toujours été plutôt ectopique, un peu marginal sur les bords. Bon, il va de soi que face à, je dirais, vous parliez de l'élection présidentielle, face à quelqu'un comme Sarkozy, mais Sarkozy, encore une fois, il ne faut pas en faire un monstre, c'est pas ça le problème. Ou alors au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il montre effectivement ce que sont les valeurs du néolibéralisme. Malheureusement, je vais vous faire de la peine peut-être, mais malheureusement, on n'a pas changé de logiciel. On n'a pas changé de logiciel. Et c'est ça le problème. Et je ne regrette pas d'avoir appelé à voter François Hollande au deuxième tour, mais je regrette que ce gouvernement demeure technocratique, au sens très fort du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, il continue à penser en termes de logiciel. Bon, il a pu se montrer
plus juste, plus digne dans d'autres occasions, et on en est heureux. Mais par rapport à votre question, et après j'arrête, en fait, nous sommes face à une crise de l'autorité. Alors, je ne suis pas sûr que c'est avec plus d'États. Parce que plus d'États, on a vu ce que ça a donné au XXe siècle. Donc je ne suis pas sûr que ce soit avec plus d'États. Mais on est face à une crise d'autorité, et je pense que les dispositifs de normalisation qui nous amènent à nous soumettre, avec notre consentement, n'est-ce pas, ces dispositifs-là, ils viennent, si vous voulez, comme bouche-trou dans cette crise de l'autorité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, on ne sort pas de cette logique. Alors, vous avez un peu ôté les mots de la bouche quant à votre constatation sur les actions du gouvernement actuel. C'est-à-dire que les actions du gouvernement de François Hollande depuis son élection ne sont pas assez dans le sens de ce que vous vouliez. Je me suis exprimé. Ce que vous attendiez. Je me suis exprimé dans Marianne il y a 18 mois à peu près. Donc oui, j'ai été rapidement déçu. Ce qui m'a déçu, c'est bien évidemment, si vous voulez, qu'on n'a pas tellement changé de vision du monde. Alors, bon, allez, on est entre nous là, on est dans l'intimité quasiment. Bon. On dit par exemple, on va renégocier le traité européen. C'est une promesse. Bon, une promesse, bien sûr, ça n'engage que ceux qui y croient. Moi, je veux bien. Mais pour un psychanalyste, une promesse, c'est quand même du côté de l'engagement dans sa parole. C'est-à-dire quelque chose quand même d'extrêmement, important, puisque tenir sa promesse, c'est être en consistance avec soi-même. Peut-être ça aussi le bonheur. C'est la définition de Camus par rapport au bonheur. C'est être en accord. C'est avoir une vie qui est en accord avec soi-même. Bon, François Hollande décide de ne pas renégocier le traité européen. Bon, mais pourquoi pas? Mais il aurait dû s'en expliquer. Il aurait dû lancer des espaces citoyens de débat, dire écoutez les enfants, désolé, mais la situation est complètement pourrie, les caisses sont vides, je suis sous pression, etc. Donc je suis obligé et alors on va en parler. Bon, est-ce que vous voyez une solution? C'est-à-dire, vous voyez, je crois qu'il faut remettre la démocratie, vous voyez, dans les espaces publics. Jaurès disait, vous savez que je cite beaucoup Jaurès, puisque vous m'avez beaucoup lu, et je vous en remercie d'ailleurs, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous, n'est-ce pas? Mais Jaurès disait, il ne faut pas que la démocratie s'arrête aux portes de l'usine. Très beau texte de Jaurès là-dessus, en disant, vous avez donné la liberté politique, suffrage universel, etc. Il s'adresse aux radicaux et aux socialistes, républicains et autres, et il leur dit, vous avez donné, par le suffrage universel, n'est-ce pas, une liberté politique, poursuivez votre boulot, allez jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que cette liberté politique s'arrête aux portes des usines. On me dirait aujourd'hui aux portes des laboratoires ou aux portes des amphithéâtres, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne pourra pas tout faire, mais au moins qu'on puisse participer aux décisions qui nous concernent. Or, le bonheur, si vous le mettez en consubstantialité avec la liberté, c'est un peu ce que j'essaie de dire, vous voyez, le bonheur implique que je sois participant aux décisions qui me concernent. Vous savez bien, puisque vous êtes étudiant en sciences politiques, que c'est l'opposition que fait Benjamin Constant entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des modernes, c'est celle de Tocqueville que j'ai racontée tout à l'heure. C'est une jouissance de copropriétaire, pour aller vite. Il suffit de voir les copropriétés pour se dire dans quel état. Bon, c'est notre problème. Bon, et la liberté, au sens ancien du terme, c'est quoi? C'est pas du tout une liberté de jouissance. La liberté, c'est la liberté politique de participer aux décisions de la cité. L'invention de la démocratie. Quand Claude Lefort parle de l'invention de la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que la décision qui va être prise pour la cité, pour tel ou tel problème, cette décision, la vérité, la justice, n'est pas inscrite dans la tradition, n'est pas inscrite dans la tête des ancêtres, n'est pas inscrite dans les textes religieux. Cette bonne décision, c'est celle qui va se situer en aval du débat démocratique. C'est-à-dire que nous allons ensemble l'inventer. Et à partir de ce moment-là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que même ceux qui étaient en désaccord sur telle ou telle mesure s'approprient cette décision. Ça devient la décision de tous. La liberté, elle est là. Quand Socrate, n'est-ce pas, est condamné à mort à boire la ciguë, comme vous savez, que ses copains lui disent « mais enfin, les juges sont complètement cons », ce qui est tout à fait juste, n'est-ce pas? Bon, tire-toi, on va t'aider. Il dit non,
parce que si je partais, si je fuyais, mes enfants seraient orphelins. Alors les philosophes sont arrachés les cheveux là-dessus. Comment se fait-il que... Est-ce que ces enfants vont pas être orphelins? Bon, non, mais c'est très clair chez Socrate. Mes enfants vont être orphelins, ça veut dire que je vais les désaffilier de la cité. Je vais les sortir d'une filiation. Puisque je n'ai pas respecté des lois pour lesquelles j'ai voté, même si ces lois conduisent à des mesures idiotes, injustes, etc. Vous voyez, ce que je reproche, c'est ça. Moi, j'avais dit, alors vous parlez, vous parliez de mon intervention chez Mélenchon. En fait, ce n'était pas chez Mélenchon, mais c'est un autre problème. C'était chez Pierre Laurent. Enfin, mon intervention, je leur avais dit, à propos de la 6e République, n'est-ce pas, je leur avais dit, mais la 6e République, ce n'est pas simplement dans les institutions. Si vous changez le personnel politique, ça ne changera pas grand-chose. Ce sera peut-être plus sympathique, n'est-ce pas, mais ça ne changera. Non, c'est pas du tout. C'est sur les scènes professionnelles, sur les scènes du quotidien. C'est là où véritablement il faut une 6e République. C'est à ce niveau-là. Ce qui veut dire, si vous voulez, participer aux décisions. On sait bien qu'on ne peut pas tout. On sait bien que les budgets, par exemple, si vous prenez un laboratoire, un hôpital, n'est-ce pas, ou une maison de la culture, ou si vous prenez le musée, les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va faire avec? Ça, c'est ça, du côté de l'artisanat, du côté de l'art, du côté, n'est-ce pas, du côté des mains du potier, comme disait Benjamin. C'est-à-dire que les décisions qu'on va prendre, elles ne sont pas standardisées, elles vont porter la trace des doigts qui les ont fabriquées. Et c'est simplement ça que je réclame. Alors je ne suis pas sûr de l'avoir aujourd'hui avec le gouvernement que nous avons, même s'il m'est beaucoup plus sympathique que le précédent, vous l'avez compris et vous l'avez dit. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole à Manon. Alors, on va continuer avec un peu d'actualité pour vous faire réagir sur certains thèmes. Donc, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, dans sa lettre à Ménécée, Épicure énumère 4 règles qui permettraient d'atteindre le bonheur. Épicure énumérait 4 règles voilà, qui permettraient d'atteindre le bonheur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le phénomène des coachs de vie, ces professionnels qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et nos idéaux rencontre un énorme succès. Finalement, pensez-vous qu'on peut être plus heureux en suivant des règles, des lignes de conduite que des personnes extérieures nous dictent et nous proposent? Je suis sûr et certain que vous avez une idée de la réponse que je vais donner. Vous vous souvenez de ce que disait Prévert? J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de manuels. N'oublie pas d'être heureux. Les 50 manières d'être heureux, etc. Bon. Pouvez-vous toujours essayer l'exercice, hein, je ne vous garantis pas le résultat. Il va de soi, si vous voulez, qu'on est face à une rhétorique du bonheur, on est face à un fantôme de bonheur, puisque je pense qu'il ne peut pas y avoir, je vais être très long là-dessus, vous savez, vous connaissez ma réponse, il ne peut pas y avoir de mode d'emploi du bonheur. Non seulement il peut y avoir de mode d'emploi standardisé, parce que je ne suis pas sûr que ce qui peut me rendre heureux, ça va être ce qui rend heureux Victor, ou vous, etc. Donc chacun a sa manière d'être heureux, bien sûr, mais en plus, je trouve qu'il y a véritablement une escroquerie à, si vous voulez, vendre, je dirais, les manières d'être heureux. Voilà. Et je crois que ça fait partie, justement, de la dégradation qui s'est opérée, si vous voulez, depuis la fin du XVIIIe siècle. Si vous vous souvenez de cette phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Quand Saint-Just, 1794, d'être là, « Le bonheur est une idée neuve en Europe », c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, avec les révolutions américaines et françaises, n'est-ce pas, le sort de chacun ne dépend plus de la providence. Le sort de chacun n'a pas été établi par Dieu. C'est à chacun d'être responsable de son sort. Et donc, son bonheur dépend de lui, avec les autres. Avec les autres. L'idée de Saint-Just, on retrouve aussi chez Robespierre, même si c'est l'homme de la terreur, n'est-ce pas, il y a un grand discours de Robespierre sur le bonheur, mais c'est cette idée, n'est-ce pas, que le bonheur est indissociable d'autrui. Vous le prenez également dans les textes préliminaires de la Déclaration d'indépendance américaine, n'est-ce pas? C'est cette idée
que le gouvernement a pour légitimité la capacité de permettre au peuple d'être heureux. C'est un bonheur public, c'est un bonheur commun. Et ce qui est très intéressant, et après j'arrête, je vous promets, ce qui est très intéressant, c'est que ce droit au bonheur, et je vous précise quand même que aussi bien dans la Déclaration de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen que dans la Déclaration de l'indépendance américaine, n'est-ce pas, le droit au bonheur est un droit inaliénable, c'est-à-dire au même rang que le droit à la liberté ou le droit à la vie, un droit inaliénable. Et si un gouvernement ne rend pas son peuple heureux, on peut le disqualifier. Bon, oui, ce serait très risqué en ce moment, mais c'est un autre problème. Bon. Et puis progressivement, c'est pour ça que je vous ai lu ce petit passage avec de Tocqueville, progressivement, c'est le côté commun, le côté public qui chute. C'est-à-dire qu'on a droit à un bonheur, mais à un bonheur privé. Et au fur et à mesure, je dirais, des siècles, je vais passer très vite, au fur et à mesure, l'idée d'un bonheur public qui n'est rien d'autre que la liberté politique. Hein. Ne vous trompez pas, si vous prenez ces textes, c'est très net, c'est en gros la liberté de participer à la construction de conditions de ma vie qui puissent me rendre heureux avec les autres. Ce n'est pas du tout ce qui est devenu le bonheur. Je vous en parlerai après, mais il y a un très beau texte de Lévi-Strauss là-dessus. Ça, vous n'avez pas pu le lire parce qu'il n'est pas dans les textes, qui s'appelle « La technique du bonheur », qui est un très très beau texte, où justement on voit bien comment, si vous voulez, on est passé d'une conception du bonheur commun, du bonheur public, du bonheur de trouver ensemble, n'est-ce pas, des conditions qui permettent d'être heureux, pour aller très vite, à quelque chose qui est un droit au bonheur limité au privé, limité à l'individu. On est dans l'individualisme de masse. C'est ça notre société. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Votre plus récent ouvrage, donc « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?» fait tristement écho aux événements récents, avec les attentats de Charlie Hebdo et la situation actuelle. On aimerait vous demander si finalement aujourd'hui, il faut renoncer à la liberté d'expression pour être heureux, ou plus largement, à quel prix est selon vous la liberté aujourd'hui? C'est très difficile, c'est très compliqué, je ne suis pas sûr, en étant un tant soit peu honnête, de pouvoir répondre à votre question. Je ne crois pas qu'il s'agisse de bonheur. La question, si vous voulez, que nous rencontrons aujourd'hui est celle véritablement d'une dislocation des sociétés, des civilisations. C'est-à-dire que nos démocraties, même si ce sont ce que j'appelle... On n'a plus de micro là. Même si nos démocraties aujourd'hui sont ce que j'appelle parfois des formes dégénérées de démocratie, c'est-à-dire des démocraties d'expertise et d'opinion, pour aller très vite, nos démocraties sont défiées, c'est un peu ce que j'essaie de dire tout à l'heure, et le risque majeur que nous avons, et qui n'est pas du côté du bonheur, qui est du côté de la sécurité, la forme, si vous voulez, rétrécie du bonheur, c'est que nous avons besoin de conditions, si vous voulez, de vie garantissant la sécurité. J'étais ce matin à l'UNESCO, je faisais la conférence d'introduction, je les ai plaqués pour venir vous voir, après, au niveau du débat. Il y avait déjà une drôle d'ambiance au moment du contrôle, etc. Et les gens évoquaient, vous voyez, ces problèmes de sécurité. Et alors là, il y a un problème majeur, parce que c'est comme la question de l'argent dont vous parliez tout à l'heure. Si on n'a pas un minimum de sécurité, on ne peut pas être rassuré sur son existence. C'est-à-dire que si le monde devient, si vous voulez, un monde qui me rend méfiant, qui me rend soupçonneux, un monde de danger, je ne peux pas me laisser aller. Que ce soit en psychanalyse, ou que ce soit dans la relation amoureuse, ou que ce soit dans la relation sociale, voire dans une relation de prestation oratoire comme celle à laquelle vous m'invitez ce soir, s'il n'y a pas des conditions minimales de sécurité, je ne peux pas me laisser aller à penser, et je crois que c'est ça qui a d'ailleurs été atteint par les attentats monstrueux, c'est justement la capacité de penser, si vous voulez. Et c'est à ça que les gens aussi réagissent, n'est-ce pas? Et en même temps, le danger, pour ça que je ne peux pas vous répondre si je suis, encore une fois, un tant soit peu honnête, le danger, c'est que, bien sûr,
si vous voulez, la sécurité justifie la mise en place de mesures d'exception qui aboutissent à intégrer le non-droit dans le droit. Vieux problème traité, comme vous le savez, n'est-ce pas, par Judge Onnoben, notamment sur l'état d'exception, etc. C'est-à-dire qu'en gros, au nom, on voit bien aujourd'hui, hein, au nom de la sécurité, comment refuser des écoutes téléphoniques sans autorisation du juge? Comment refuser certaines fouilles sans autorisation du juge, etc. Mais en même temps, si ces mesures sont pérennisées, alors ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes qui peuvent être accomplis en dehors même des dispositifs juridiques qui autorisent, qui valident leur légitimité. Et là, on s'inscrit dans quelque chose qu'on a connu. Il ne faut pas oublier que Hitler et les nazis n'ont pas eu besoin de modifier les lois. Ils les ont trouvées, la République de Wehrmacht avait déjà promulgué des lois qui permettaient l'état d'exception. Et là, c'est difficile. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre. En étant, si vous voulez, le plus honnête possible, je ne peux pas vous répondre. Parce que j'ai besoin, pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour vous tous, de conditions de sécurité qui permettent la vie, qui permettent la pensée, qui permettent l'amour, qui permettent l'échange. Voyez ? Et en même temps, je ne peux pas, c'est pour ça qu'on n'est plus du côté du bonheur. En même temps, je ne peux pas renoncer à garantir les libertés publiques qui sont garanties par le droit. Et là, c'est presque à vous. Moi, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes étudiant de Sciences Po, hein, comment vous réagissez par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, hein? Bon, ce qui s'est produit en janvier est abominable. Ce qui s'est produit en janvier atteste, si vous voulez, de ce que j'ai essayé de balbutier tout doucement tout à l'heure, en pointillé, mais vous l'avez compris. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas religieux. Le problème, il est politique. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons une violence, si vous voulez, qui, au nom de religion, au nom de tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la religion, nous avons une violence qui est celle qui a aussi été fabriquée par le néolibéralisme, celle qui a aussi été fabriquée par la mondialisation, c'est-à-dire la dislocation et l'affrontement de modes de société extrêmement différents, pour certaines traditionnelles, pour d'autres modernes et pour d'autres postmodernes. Et le problème, il est là. Et que, étant donné la géopolitique aujourd'hui, il est plus possible, je dirais, de localiser cet affrontement. Alors, là, on voit bien comment nos démocraties, vos démocraties aussi, j'aimerais bien vous entendre, justement, tous les quatre là-dessus, vous m'avez suffisamment cuisiné, non? Bon, j'aimerais bien vous entendre. Comment vous vous débrouillez avec ça? C'est-à-dire que je suppose que, comme moi, vous avez besoin de sécurité pour penser, parce qu'on le voit bien, un enfant qui est agité, qui n'est pas dans la sécurité, il ne peut pas penser. Alors après, on va dire, c'est ses vulnérabilités neurogénétiques, c'est son amygdale, etc. Penser. C'est simplement que la société, l'environnement, la famille ne lui permet pas aussi de trouver sa place, de trouver un lieu d'apaisement où il puisse penser. Voyez ? Donc ce besoin de sécurité, nous l'avons tous. Et en même temps, si nous prenons des mesures qui peuvent s'imposer transitoirement, allez, je vous donne mon point de vue. Bon, si nous les prenons en les pérennisant, alors nous instituons et nous pérennisons quelque chose qui est l'empiètement du non-droit sur le droit. Et là, encore une fois, on a déjà donné. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre des questions. Vous ne voulez pas répondre, quoi. On va peut-être laisser les gens peut-être réagir là-dessus. Si vous avez des questions, on va vous faire passer un micro. Un, deux, ouais. Ça marche ? Ouais, ça marche. Ah, vous voulez pas répondre ? C'est pas notre soir. C'est le vôtre. C'est pas notre tour. Une question, peut-être ? Oui, si vous avez des questions. Ou réagir sur ce que vous Bien moi ? Oui.
Mais pour vous, la faute viendrait pas de l'homme, mais de la société. C'est le genre Jean-Jacques Rousseau, quoi. C'est-à-dire, c'est pas l'homme, mais c'est la société qui est pourrie, quoi. Jean-Jacques Rousseau, à peu près, quoi. Mais moi, je vais donner une citation aussi d'un grec, pas de Nikos Aliagas, non, d'un autre, c'est de Aristophane qui disait « Peuple, tu as tout d'une fille à passion ». C'est-à-dire que le peuple, il est un peu passionné aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le peuple, il est pas un peu passionné avec ses passions, son sacré qui tourne tout le temps autour de lui. C'est pas moi, c'est l'autre. Vous dites tout le temps, c'est la violence des institutions. Voilà, c'est pas moi, c'est les institutions. C'est pas moi, c'est l'État, ce monstre froid. C'est pas moi, c'est l'Europe. C'est ce qu'on entend tous les jours aujourd'hui. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je voudrais savoir si Jean-Jacques Rousseau serait pas trompé et si l'homme n'est pas trop bon, qu'on le dit. Voilà, si c'est pas une erreur, ben voilà, c'est tout. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est trop facile de dire ça, moi, je pense. C'est trop facile. Et tout le monde dit ça à l'heure actuelle. Le narcissisme des petites différences. Bon, aujourd'hui, il y a Camille Laurent. Je vais reformuler la question pour le public. Camille Laurent a dit aujourd'hui, tout le monde veut son quart d'heure de célébrité. Tout le monde veut être célèbre. Si, alors, si j'ai bien compris, ce serait est-ce que le peuple n'essaie pas de se dédouaner de ses responsabilités, de ses passions, de ses envies, de ses folies, en cherchant des causes, en cherchant des raisons à ses erreurs, ses errements, à ses maux? Alors, c'est aussi un autre problème. C'est un autre problème, mais vous ne l'avez pas évoqué, qui est un peu dans mes textes, sur le besoin de causalité. C'est-à-dire que quand des événements se produisent, on a besoin de donner un sens et de trouver une cause à la production de ces événements. Bon. Et on fait faux. Rassurez-vous. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute. Bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est que si vous voulez, les événements sont surdéterminés. Il y a de multiples raisons qui permettent leur émergence. Mais nous avons tous besoin de trouver, si vous voulez, une cause. Alors, on peut la chercher de multiples façons. Bon, même quand on tombe malade, même quand une maladie est purement... On avait écrit Marie-Josée Delvolgo là-dessus, même quand une maladie est purement médicale, pour aller très vite, d'une étiologie somatique, ben on a quand même besoin de dire pourquoi ça m'arrive à moi et maintenant. Et on a besoin de se fabriquer, n'est-ce pas, une raison, de se fabriquer une causalité. Parce que, comme le disait Nietzsche, il n'y a rien de plus abominable, n'est-ce pas, que, si vous voulez, la naturalité de la souffrance. Si on dit c'est normal, vous allez mourir, c'est normal. C'est pas normal du tout pour moi. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, donc, la souffrance dans la souffrance, c'est l'absence de cause. Donc on a toujours besoin de se fabriquer des causes. Je ne pense pas être rousseauiste. Ce n'est pas de ce côté-là que je pêcherai, même si je pêche beaucoup. Bon. Et, si vous voulez, je dirais, je vois plutôt une formule à la Lévi-Strauss, la nature de l'homme, c'est sa culture. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de dissocier, bien évidemment, si vous voulez, la part de la société de la part de l'individu. Je crois que ce n'est pas ça. Je crois que nous avons progressivement, et ça rejoint une question de Victor, nous avons progressivement laissé instituer quelque chose qui est de l'ordre de la perte de la responsabilité politique. Je crois que les politiques se sont désistés en faveur des marchés, mais pas simplement maintenant. C'est une vieille histoire. Vous savez, Pasolini, dans son texte magnifique, dans les années 70, parlait de la religion du marché, en disant qu'en gros, nos sociétés aujourd'hui n'avaient plus besoin de religion. Elle n'avait plus besoin de valeurs, puisque, en gros, il y avait une seule religion qui s'imposait. Il parlait de l'Europe dans les années 1973, n'est-ce pas? Il y a une seule religion qui s'impose, c'est le marché. Et je crois que, vous le savez bien, on a progressivement considéré que, en gros, le marché allait réguler lui-même. Quelle est la valeur, c'est ce que disaient déjà les physiocrates au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Quelle est la valeur du grain de riz? Eh bien, c'est celle que va donner le marché. Quelle est la valeur d'un homme? Quelle est la valeur d'une culture? Quelle est la valeur d'une prestation? C'est celle que va donner le marché. Ça, on l'a laissé s'instituer. C'est-à-dire qu'on a perdu ce qui a constitué peut-être les valeurs humanistes majeures, non seulement celles de la libération, de la résistance et autres, mais même les valeurs humanistes qu'on pouvait trouver dans le marxisme ou dans le christianisme même. Vous voyez, on a laissé tomber de ce côté-là. Il y a vraiment
eu émergence, et le structuralisme, bon c'est un autre problème, mais le structuralisme a aussi participé à cette critique des différents humanismes. Il n'y a pas un humanisme, il y a plusieurs humanismes, bien évidemment, on peut en trouver dans différentes religions, c'est pas le problème. Hein. Mais on a laissé tomber justement cette valeur, je dirais, de l'humain. D'ailleurs, ça revient très à la mode. Si l'appel des appels, ça nous a été piqué par le fond de gauche après, comme vous savez. Bon, mais voilà, c'est pas la faute de l'un, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, moi je suis très foucaultien, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, c'est que Foucault dit le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce. C'est-à-dire, vous voyez, on est tous dans un système où on est à la fois agent et produit du pouvoir. Une autre question peut-être, ouais. Monsieur? Oui, j'ai un micro, donc. C'était pas Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Ma question concerne l'appel des appels dont j'ai appris l'existence ce soir. Je voudrais savoir quel est l'impact et la résonance de cet appel aujourd'hui et quel est celui que vous espéreriez. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'appel des appels, et vous verrez, il y a des textes, il y a des vidéos, il y a des déclarations, etc., des manifestes. Je vais vous dire très franchement, ce qui a été formidable dans l'appel des appels, c'est les échos immédiats qu'on a eus. 90 000 personnes qui d'un coup se reconnaissent dans nos mots. C'est-à-dire que finalement, nos mots avaient dit des choses dont nous n'avions nous-mêmes pas pensé. Vous savez ce que dit aussi René Char, hein, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Bon, en gros, on a eu une interprétation de ce qui se passait dont nous n'étions pas du tout conscients quand on a rédigé ce texte. Il y a eu 90 000 signataires, on a eu énormément de presse, on a eu la une de Libération, on a eu les Saint-Roch, le Nouvel Obs, etc. Bon, les politistes, Le Monde, bon, les radios, tout ce que vous voulez, et il y a eu une mobilisation très forte. Et puis, il faut le reconnaître, nous avons échoué. Et nous avons notamment échoué dans le développement d'actions locales, de mise en place de comités locaux. Par exemple, à Marseille, il y a eu une réunion avec 1000 personnes à la friche de la Belle de Mai. Déplacer 1000 personnes, il n'y a que le MUSEM et l'OM pour ça. Mais sinon, oui, bon, il y avait 1000 personnes. Et puis progressivement, ça n'a pas tenu. Progressivement, ça s'est délité, etc. Ça a été pareil dans beaucoup d'endroits. Bon, il y a encore des comités comme celui de Strasbourg, de Bordeaux et autres qui se maintiennent. Mais donc, à ce niveau-là, si vous voulez, les comités ont eu un peu cette réaction que vous évoquiez tout à l'heure sur le bonheur. C'est-à-dire, donnez-nous le mode d'emploi. Et nous, on dit, on n'est pas un parti politique. C'est à vous de créer, en gros, ce qu'elle appelle des appels. Alors, qu'est-ce que j'en attends? Je ne sais pas. Ce qui s'est maintenu, c'est une association, je dirais de copains, pour aller très vite, avec la production de bouquins. Il y a eu quand même pas mal d'ouvrages qui ont été faits, de journées. Il y a eu des journées particulièrement intéressantes sur la justice, sur le journalisme, etc. Donc on continue à travailler. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que j'en attends? Je ne sais pas. Je sais que pour moi, c'est quelque chose à quoi je tiens, peut-être parce que d'une certaine manière, ça me tient. Alors, il y avait une dame qui voulait absolument participer tout à l'heure. Oui. J'espère que ma voix va porter. Merci à tous. En fait, je suis tentée de vous poser deux questions. D'une part, comment, en étant malgré nous aliénés, dans un système aliénant, peut-on participer d'une façon constructive à un début d'autre chose que vous avez mis en place avec l'appel des appels? Ça, c'est ma première interrogation. Et ensuite, si je puis me permettre de vous poser une deuxième question, c'est comment voyez-vous en ce moment ce qui se passe en Grèce? Merci. Alors, ça me permet peut-être, votre première partie, votre première question, de répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure concernant justement la psychanalyse. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas croire que les gens désirent être libres. Je veux dire qu'on désire consciemment être libre. Je veux dire, c'est une valeur imaginaire sûre d'être libre. Mais finalement, on s'aperçoit, avec l'expérience clinique, on s'aperçoit tous les jours qu'il y a aussi le désir d'être disculpé d'avoir à décider. Vous savez, la maladie obsessionnelle du doute, par exemple, elle vient témoigner de quelque chose qui nous concerne tous. Ça ne concerne pas que l'obsessionnel. C'est le doute. Une décision, ce n'est pas simple à prendre. Une décision, ça implique des choix, c'est-à-dire des renoncements.
Une décision, si vous voulez, ça implique une responsabilité, c'est une culpabilité quelque part. Et si on vous donne le mode d'emploi, si on vous dit comment vous devez procéder, c'est ça le prix d'évaluation par exemple. Bon, eh bien, à partir de ce moment-là, vous êtes disculpé d'avoir décidé. Alors, vous pouvez râler tout ce que vous voulez, mais en même temps, il y a une économie qui se fait. Regardez les meurtres génocidaires monstrueux. Comment on réagit, les criminels? Ah ben, on a obéi aux ordres. On a fait notre devoir. Lisez les récits monstrueux des génocides. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ben, ils racontent qu'en gros, ils ont fait, la mort était leur métier. Et ils l'ont fait de manière technique. Et la technique, n'est-ce pas? La technique, elle n'exige pas une réflexion morale. Elle n'exige pas une réflexion intellectuelle. La technique, elle ne fait que requérir son exécution. Et donc, vous voyez, c'est un peu votre question aussi de tout à l'heure, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que, psychiquement, je dirais, même socialement, nous sommes portés à vouloir l'émancipation. L'émancipation, la liberté, c'est une construction, c'est presque un combat. C'est pas si facile que ça. Si on me dit ce que je dois faire, finalement, ça me décharge. Je peux râler, mais ça me décharge. Vous voyez. La deuxième partie, ce qui se passe en Grèce, c'est extraordinaire. Je ne sais pas du tout ce qui va se produire dans l'avenir, n'est-ce pas? Mais c'est formidable. Si vous vous souvenez, n'est-ce pas, il y a un vote populaire. Et ce vote populaire, il est bafoué par les responsables politiques qui ne tiennent pas compte, si vous voulez, ça s'est passé il y a quelques années, qui ne tiennent pas compte de la souveraineté populaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont prisonniers de la Troïka, ils sont sous ce que j'appelle une curatelle technico-financière. Et le logiciel dont je critiquais tout à l'heure, n'est-ce pas, l'exercice par l'actuel gouvernement qui a pourtant la sympathie, n'est-ce pas, ce logiciel, c'est clair, c'est le même, c'est la curatelle technico-financière. La curatelle technico-financière. Nous sommes sous curatelle. Si on est sous curatelle, on n'est plus en démocratie, on n'est plus émancipé, on n'est plus libre, pour aller vite. Alors, vous avez là, en gros, un vote qui est un vote non seulement anti-austérité, mais qui est un vote de demande de se réapproprier la démocratie. N'est-ce pas? Ce que Bourdieu avait dit, n'est-ce pas? Il faut que la démocratie puisse être réappropriée. C'est-à-dire qu'elle a été confisquée par la technocratie, elle a été confisquée par les marchés financiers, etc. Alors, c'est un laboratoire formidable, ce qui est en train de se passer. Formidable. Parce que, bien sûr, vous comprenez, en fin de course, ce peuple a choisi. Il a validé le choix qu'il avait fait il y a quelques années et qui avait été désavoué par les responsables, le Premier ministre, etc., qui, à l'époque, n'est-ce pas, n'avaient pas tenu compte de ce vote populaire. De la même manière que nous, vous le savez, la grande crise de confiance dans la légitimité du politique en France aujourd'hui, c'est quoi? C'est Maastricht. C'est-à-dire que finalement, il y a un vote, mais un vote, il est bon, il n'est pas bon, c'est un autre problème, mais il y a un vote et les gouvernements n'en tiennent pas compte. Et là, si vous voulez, il y a une faille énorme dans la légitimité du politique. Une faille dont il ne va pas se remettre, comme d'ailleurs, n'est-ce pas, nous ne nous sommes jamais remis de cette faille politique fondamentale qui a eu lieu en France entre De Gaulle et Pétain. Où se trouvait la légalité, où se trouvait la légitimité, voyez. Et donc, je crois que ce qui se produit aujourd'hui en Grèce, c'est vraiment un laboratoire expérimental. Alors, c'est difficile à dire, parce que ce n'est pas nous qui allons forcément payer la casse, si ça va mal. C'est plutôt les Grecs, pour aller vite. Mais il y a eu, même si on aura bien sûr quelques conséquences, il y a eu quelque chose d'absolument formidable, c'est la réappropriation d'une souveraineté populaire qui avait été confisquée par la technocratie. Alors on va peut-être faire une dernière question. Encore 2 questions. On n'a pas beaucoup parlé justement du désir. Et moi, du désir. Et quand même l'individualisation très profonde actuellement. Où est le désir du collectif? Pour la manifestation du 11 janvier a été formidable, parce que justement, ça a été un collectif spontané, tout ça. Mais le collectif, bon, bien sûr, ça a été la chute de l'URSS, de la Chine, tout ça nous a rendu tellement méfiants par rapport au régime collectiviste. Mais actuellement,
je ne ressens pas un désir du collectif. Enfin. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par désir de collectif. Bon, le terme de désir, là je ne voudrais pas être trop pédant et me lancer dans les explications du vocabulaire de la psychanalyse, mais le terme de désir, n'est-ce pas, c'est le désir ne vient jamais se satisfaire. Il a un mouvement. Il a un mouvement qui fait que toujours quelque chose manque, qui me pousse justement à agir, à penser, à ressentir. Donc le désir, c'est de ce côté-là. Étymologiquement, le désir, ça vient du deuil, c'est-à-dire de l'astre perdu, pour aller vite. Donc, si vous voulez, le désir, je dirais, c'est un désastre. Mais c'est un désastre qui nous fait vivre, ressentir, éprouver, etc. Bon. D'où la liberté de désirer en vain, pour reprendre la formule donc, de Lacan. Bon. Alors, ce désir, vous l'avez compris, et j'ai essayé de le montrer très maladroitement, mais heureusement qu'ils m'ont beaucoup aidé par leurs questions, n'est-ce pas? Ce désir, il a été saturé ensuite par des jouissances matérielles. C'est ce que dit de Tocqueville. Bon. Alors, un pas de plus, dans la deuxième moitié du XXe, non plus au XIXe, mais dans la deuxième moitié du XXe, on peut dire que la reconstruction en Europe, le plan Marshall, etc., fait qu'il y a des biens d'équipement à redistribuer. Et ces biens d'équipement sont très importants. On ne va pas aujourd'hui critiquer ni le four à micro-ondes, ni la machine à la vaisselle, ni le micro, etc. Mais ces biens d'équipement viennent saturer l'horizon du désir. Ils viennent boucher quelque chose de ce côté-là. Et c'est là où j'aurais voulu vous parler de Lévi-Strauss, mais on n'a pas le temps, n'est-ce pas? La technique du bonheur dont parle Lévi-Strauss, c'est ça. Quand Lévi-Strauss dit, c'est un article de 1944 qui est quasiment peu connu, pour ne pas dire inconnu, n'est-ce pas, qui est formidable à mon avis, parce que Lévi-Strauss, en tant qu'anthropologue de la société américaine, décrit ce que va être, je dirais, le monde occidental dans les 60 ans qui succèdent à son article. Et qu'est-ce que c'est? Il nous dit, en gros, je vous cite quand même le passage, j'avais dit à Fabienne que je le citerais, donc je vais le citer, n'est-ce pas? Et il écrit que la vie industrielle et commerciale, donc aux États-Unis, la grande entreprise apparaît moins comme la servante attentive des désirs individuels que comme la créatrice responsable de leur forme et de leur tendance, et elle prétend même à une fonction d'éducation générale. Ce passage est fondamental. Je veux dire, plus que tout ce que je pourrais vous raconter ce soir. C'est, en gros, non seulement les biens de consommation viennent vous leurrer sur votre désir. C'est-à-dire vous allez bouffer au lieu de baiser, par exemple. Vous allez, n'est-ce pas, vous allez acheter un four à micro-ondes au lieu d'aimer, même d'aimer en vain, même si c'est l'amour courtois, sans consommation. Mais, n'est-ce pas, en gros, non seulement les biens viennent vous leurrer, mais en plus, ces biens que vous pensez être adéquats à ce dont vous avez envie ne sont pas de votre registre. Ce sont ceux que vous fournissent l'activité industrielle et commerciale, et c'est cette activité industrielle et commerciale qui vous font croire que vous en avez envie. Il y a une très belle phrase de Kurt Lewin que j'ai toujours adoré citer, je le sais, n'est-ce pas, lorsque Lewin dit « Les gens ne mangent pas ce qu'ils aiment ce qu'ils mangent ». Si vous voulez, en gros, c'est fabriqué par les besoins de l'industrie et du commerce. Et comme, effectivement, il faut faire tourner l'industrie et le commerce, il y a la mode. Donc la mode, ça veut dire combien, très vite, n'est-ce pas, tombent dans l'obsolescence, en quelque sorte, les objets de consommation. Mais la phrase peut-être la plus importante, je ne sais pas s'il se rendait compte à l'époque, n'est-ce pas, qu'elle allait devenir une parole de visionnaire, c'est « elles prétendent même à une fonction d'éducation générale ». Et ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport justement à l'évaluation, par rapport justement à la financiarisation, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement, n'est-ce pas, non seulement l'industrie et le commerce, financiarisés aujourd'hui, vous le savez, sont des produits beaucoup plus inexistants, immatériels, mais non seulement, en quelque sorte, nous amènent à penser et à consommer ce que nous consommons, mais en plus, n'est-ce pas, ça devient le modèle même de la pensée du rapport avec soi-même, avec l'autre et avec le monde. Et là, c'est ça, l'appel des appels, c'est par rapport à ça la réaction. C'est-à-dire non, on ne peut pas considérer l'individu comme étant simplement, comme dit Foucault, un entrepreneur de lui-même. On ne peut pas le considérer comme une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Un individu, c'est autre chose. Un sujet, c'est autre chose. Vous voyez ? Et c'est ce morceau de phrase, n'est-ce pas, élevé à
à la fonction d'une éducation générale des individus, non, ça c'est pas possible. Et c'est pourtant ce que nous avons laissé faire. C'est pourtant ce que nous avons laissé faire. On va prendre une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup. Ma question va porter sur le bonheur. Donc, on a parlé de quel bonheur, du bonheur, de quel bonheur. Moi, je voudrais vous poser de quel bonheur pour l'avenir. Vous avez évoqué la chute du bonheur collectif, l'émergence de l'individualisme de masse et critiqué le néolibéralisme. Ces deux points m'ont fait penser à la pensée de l'économiste Jeremy Rifkin, qui, dans son dernier livre, La nouvelle société du coût marginal zéro, a annoncé la fin du capitalisme pour 2060 et l'émergence des communaux collaboratifs, où en fait l'usage l'emporte sur la possession. Donc, je vais vous poser la question de qu'est-ce que ça vous évoque, quelle vision du bonheur vous voyez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau bonheur est possible, on arrive à une génération où finalement le capitalisme a perdu sa pertinence? Voilà, en gros. Alors, je ne serais peut-être pas aussi optimiste que vous, mais c'est parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, bien sûr. Donc vous avez plus à venir. Mais je ne suis pas sûr que le capitalisme soit fini. Je me souviens avoir eu un débat, rencontre de Pétrarque, organisé par France Culture et Le Monde, avec un économiste du Monde, et qui est plutôt ultralibéral, je dirais, j'ai oublié son nom, mais peu importe, et qui disait que de toute façon, le capitalisme purgeait de temps en temps, la purge c'est nous, hein, bon, on est purgeait de temps en temps, mais arrivait toujours à se rétablir. Alors moi, j'en sais rien, je n'ai pas de parole messianique, mais je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ça soit la fin du capitalisme. Je pense que, j'essaie d'en parler tout à l'heure très rapidement, mais par rationalisme économique dont parlait Max Weber, il y a différentes formes de capitalisme, différentes étapes. Je crois que peut-être on assiste à une métamorphose. Alors, est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est une métamorphose? Je ne sais pas. Je ne peux pas prédire l'avenir, je ne peux pas vous dire. Bon. Par contre, peut-être que ça me permet de faire le lien avec la question précédente. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait totalement perdu le désir du collectif. J'en suis pas sûr. Moi, ce qui nous a frappé quand même à l'appel des appels, c'est de voir à toutes nos réunions, et beaucoup de monde, et toutes nos réunions, le besoin de témoignage, le besoin de partager une expérience, le besoin justement d'être reconnu par ses semblables. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très important. Alors, est-ce que ça va être du côté d'un changement dans le statut de la propriété? C'est possible. Vous savez qu'il y a un certain nombre de travaux là-dessus, sur les multifonctions, etc. Enfin, il y a un changement dans le concept même de propriété. C'est vrai que nous sommes toujours sur les concepts du XIXe siècle, hein, pour aller vite. Bon. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est du côté d'une société du don, de l'échange et autres? Je ne sais pas non plus. Je ne serais pas forcément, vous voyez, aussi optimiste. Ce qui est certain, c'est que nous sommes face à des échéances. Elles ne sont pas électorales, celles-là. C'est des échéances concernant la sauvegarde de la planète. Je veux dire, quel type de monde nous allons laisser? Et je veux dire que, si vous voulez, l'écologie, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'écologie, c'est une dimension politique qui est que la nature est aussi maltraitée que l'homme. Ce n'est pas que l'homme est aussi maltraité que la nature, c'est la nature aussi maltraitée que l'homme. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme un stock d'énergie exploité à l'infini. Et du coup, vous voyez, c'est là où, je crois, la notion de citoyen me paraît importante. C'est-à-dire que, du coup, prenez par exemple ce qui s'est produit au niveau des réserves d'énergie, parce qu'il faut bien le lire, c'est pas tout ce qui fait tourner l'économie, ce sont les sources d'énergie, pour aller vite. Et la captation de ces sources d'énergie, bien sûr, par des réseaux politiques, par des réseaux techniques, etc., par le monde industriel et autres. Alors, on s'aperçoit, si on prend par exemple les gaz de schiste, on s'aperçoit comment, bon, je fais partie des gens qui étaient contre, bien sûr, la fracturation, n'est-ce pas, pour aller chercher de schiste dans certaines régions de France. Bon. Et en même temps, on s'aperçoit que c'est cette option qui a été prise par les Américains qui leur permet de reprendre possession, si j'ose dire, d'un certain monopole et qui fait baisser le prix du pétrole. Bon, bref. Alors, c'est là où c'est très compliqué. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, la manière pour moi la plus simple d'y répondre, la plus honnête, en tout cas pour être d'accord avec moi-même, donc pour être heureux, n'est-ce pas, consiste à dire, ben voilà, il y a des contraintes économiques. Il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes écologiques, il y a des contraintes sociales. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, non pas appliquer un programme, je suis contre pour des raisons écologiques, je suis pour des raisons économiques?
Ça, à mon avis, c'est justement des prêts à penser qui nous coûtent extrêmement cher. Je me demande si on ne peut pas aujourd'hui, justement, si on n'est pas au point, je crois qu'il y a une crise au sens de Gramsci, hein, c'est-à-dire que le vieux monde est en train de mourir et le nouveau monde n'est pas encore tout à fait sur le point de naître, on est dans une crise où on pourrait peut-être instituer des espaces citoyens où on puisse en débattre. Où on puisse en débattre. Non pas nommer des experts, c'est horrible, les experts, ça vous empêche de penser, ça vous fait avaler n'importe quelle pilule, n'est-ce pas? Mais, en gros, qu'il y ait des lieux où on puisse en débattre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Et ça, je crois que le désir du collectif que vous évoquiez, il est de ce côté-là. C'est-à-dire la nécessité d'une réhabilitation de la parole qui s'est, pourrait-on dire, complètement sclérosée au profit de l'information. Merci Roland Gori. Merci à tous de votre présence. Nous vous rappelons quand même que ce cycle du bonheur continue et que demain, à la même heure, il y aura une rencontre avec Pierre Janetti, qui est un cuisinier. Et la semaine prochaine, d'autres rencontres auront lieu. Jeudi 5 avec Patrick Bouchin, qui est architecte, et vendredi 6 avec Pierre Rabhi. Voilà, merci à tous. Au revoir.